Mesdames et messieurs, un nouveau jour s'est levé. Nous sommes heureux de vous savoir au rendez-vous de votre émission Le Débat. Le débat cette semaine s'intéresse au référendum en Côte d'Ivoire et à l'après-référendum. Pour débattre de ce sujet, j'ai sur ce plateau deux personnes avisées des questions électorales et judiciaires. L'un a nom Alexis Toledji Tokulagba. Il est juriste de formation, auditeur en DESS, politique publique, démocratie et bonne gouvernance à la chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi. L'autre a nom Julien Oussou, administrateur des projets et programmes, coordonnateur de WANEP Bénin, un réseau actif sur les questions électorales et l'édification de la paix. Chers invités, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Je suis contente de vous retrouver. Elle est désormais adoptée, la nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce jeudi 1er novembre par le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Taux de participation 42,42% pour 2,4 millions de voix pour le oui, soit 93,42%. 174 714 voix pour le non, soit un pourcentage de 6,58%. Qu'est-ce qu'un référendum, M. Tokulagba? Oui, madame le journaliste, je vous remercie pour la question. Le référendum, c'est le vote de l'ensemble des citoyens qui remplissent les conditions pour aller au vote, pour approuver ou rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif. C'est une mesure qui peut tendre à la révision de la Constitution. Vous voyez, le pouvoir exécutif peut se donner certains objectifs à atteindre, après avoir parcouru l'histoire démocratique du pays, le pouvoir exécutif peut estimer qu'à un moment donné de la vie politique d'un pays, qu'il faille revoir les dispositions de la Constitution. Et là, il faut avoir l'aval, il faut avoir l'approbation, il faut avoir le quitus du peuple béninois. À travers le référendum, le peuple exerce sa souveraineté, qui est une souveraineté populaire. Donc c'est un pan de définition que je peux donner au mot référendum. Monsieur Oussou, votre explication du mot référendum? Oui, disons que quand nous disons que nous sommes en démocratie, c'est aussi la signification, le pouvoir demeure dans les mains du peuple, même si entre-temps, il n'a pas d'autres élections concédé la gérance ou la gestion à d'autres. Et donc, quand il y a des questions fondamentales, comme l'a si bien dit Tokulagba, il faut retourner au peuple pour recevoir son avis, qui peut être pour ou contre, disons, cette question qu'on lui soumet. Et donc, c'est essentiel pour donner sens à ce que, en démocratie, le pouvoir est dans les mains du peuple. Retourner le pouvoir au peuple, je vous prends au mot. Est-ce que vous pensez, comme les opposants ivoiriens, que ce référendum a été imposé aux Ivoiriens? Vous savez, quand on observe le processus, quand on observe le déroulement du processus, de mon point de vue, je pense que ce référendum n'a pas été l'occasion pour renforcer la culture démocratique au niveau de la Côte d'Ivoire. En termes plus clairs? C'est-à-dire que, regardez un peu la succession des faits. Le 28 septembre, le document est sorti. Le 5 octobre, on a pu l'avoir sur la place publique. Le 11 octobre, le Parlement a statué et a sorti. Et le 30 octobre, on est allé au vote. Il ne s'agit pas d'une révision, il s'agit d'une nouvelle constitution. On ne s'est pas donné le temps nécessaire pour permettre à la population, aux citoyens, disons, de s'appréhender ou de comprendre le contenu. Surtout qu'il y a de nouvelles propositions. Le Sénat et d'autres éléments qui sont nouveaux. En fait, ça a été un référendum précipité. Et de ce point de vue, on peut se dire que dans une république où on a un taux d'analphabétisme, disons, de ce niveau-là, le référendum aurait pu servir à renforcer la culture démocratique. Et donc, de ce point de vue, on peut comprendre qu'on n'a pas donné le temps à la population de maîtriser, de comprendre, de discuter le document avant d'aller au vote. Et de ce point de vue, ça peut être vu comme, disons, quelque chose conduit à pas de charge pour surprendre. L'effet de surprise se retrouve là et l'effet de ruse se retrouve aussi là. Monsieur Tokulagba, beaucoup trop vite, le président Alassane Ouattara est allé trop vite en besoin. Est-ce que vous pensez que le référendum a été mal négocié?
Oh, votre question pose la problématique des conditions pour aller à un référendum. Et comme l'a si bien dit... Vous voulez me rappeler les conditions? Les conditions, il faut négocier avec toutes les couches, toutes les forces de la société. Qu'est-ce que nous avons constaté en Côte d'Ivoire, comme l'a si bien dit mon aîné, M. Oussou? Quand je prends par exemple la campagne, la durée de la campagne, ça n'a duré que 7 jours. La campagne référendaire n'a duré que 7 jours dans un pays, dans une population où la majorité, excusez-moi, est analphabète des questions politiques. Voyez-vous? Donc, on peut estimer que le pouvoir exécutif a voulu faire le jeu dans une précipitation inouïe pour pouvoir faire passer ses objectifs. Oui, mais la classe politique ivoirienne n'aurait-elle pas pu jouer autrement le jeu pour mieux appréhender le contenu du test? La classe politique est dans la population. Quand est-ce qu'on a mis le projet de révision à la place publique? Oui, mais la classe politique, à un moment donné, a demandé qu'on boycotte tout simplement. De droit, la classe politique, notamment l'opposition, a demandé le boycott. Il a lancé le mot d'ordre. Pourquoi? Parce que cette classe politique, l'opposition, estime que toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller à ce référendum. Est-ce qu'on a fait des négociations avec l'opposition? Est-ce que les chefferies traditionnelles... Vous répondez toujours à ces questions vous-même? La réponse, elle est non. Avec 7 jours, je ne sais pas, avant le lancement du processus, il y a eu des contacts, il y a eu des consultations, par exemple, des syndicats et de la société civile dans son ensemble, les chefferies traditionnelles, les religieux, même l'opposition. Si l'opposition avait été associée du début jusqu'à la fin du processus, je crois qu'elle n'aurait pas donné ce mot d'ordre-là de boycott. Vous voyez, juste après les résultats, il y a les ténors de l'opposition déclarent que le référendum là est frappé de nullité, qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette révision-là. Oui, mais... Oui, allez-y. Donc, on peut estimer qu'il n'y avait pas de consensus autour de ce processus-là, qu'est le référendum que nous avons connu le 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Monsieur Oussou, l'exécutif ivoirien, après ce référendum, a-t-il désormais plus de pouvoir? Est-ce que le législatif également lui a permis d'avoir ce pouvoir gratuitement? Alors, quand on suit le processus, il faut se rendre compte de ce qu'au plan législatif, le document est passé. La nouvelle constitution est passée. 239 pour, sur 249 députés. À quel prix? Voyez, point d'interrogation. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas le législatif, parce que si tant est qu'on doit passer par le référendum, il faut se donner les moyens de faire en sorte que les populations n'aillent pas voter pour un oui, pour un non, mais votent pour le contenu derrière lequel l'on place le oui ou le non. Et donc, mais aujourd'hui, pour moi, la polémique du taux de participation n'aura pas lieu. Parce que, et c'est là aussi les erreurs des acteurs politiques, beaucoup plus en Afrique, de beaucoup plus privilégier le boycott, la politique de la chaise vide, parce qu'au finish, on se rend compte que cela ne sert véritablement pas. Il faut changer de fusil d'épaule. Leur cause. Aujourd'hui, 42,42%, et ils se disent, puisque c'est ce qui est déclaré par les instances qui doivent déclarer le taux de participation. On sait que le dernier référendum au Sénégal, on a eu 40%, et ça a été validé. Donc la question ou la polémique de taux de participation ne va se poser. Aujourd'hui, il y a déjà une nouvelle constitution, il y a une nouvelle république, la troisième qui est là, et donc le pouvoir rentre de plein pied dans la mise en œuvre et dans l'installation des institutions prévues. Et cela, ça peut, qu'on le veuille ou non, faire comprendre que bientôt, les clashs, les positions vont se durcir dans la mise en œuvre et dans l'implantation, disons, des éléments ou des institutions de cette nouvelle constitution. On va aller un peu dans le contenu, M. Tokoulaba. La nouvelle constitution prévoit la création d'un poste de vice-président, un Sénat, rend l'école obligatoire et assouplit les règles d'éligibilité d'un candidat à la présidentielle. Ça va changer quelque chose et ça va nous éviter prochainement des crises en Côte d'Ivoire? Bon, et par rapport au changement induit par ces dispositions dont vous voulez donner l'étude,
le poste du vice-président. Et quand vous interrogez la Constitution du 23 juillet, celle qui vient d'être révisée, il y a le poste du Premier ministre. Et le Premier ministre a des prérogatives. Même si le Premier ministre dépend du président de la République, elle a des prérogatives qui les aident. Et là, je me demande quelles seront les nouvelles attributions ou bien les nouvelles fonctions du vice-président. J'ai l'impression qu'on va aller au référendum pour réviser la Constitution pour deux objectifs. Sinon, je ne vois pas en quoi l'institutionnalisation du poste de vice-présidence est nécessaire. Bon, par rapport à la gratuité de l'école, cela va sans dire. Ça fait partie des droits fondamentaux élémentaires des enfants. Et rendre gratuite l'école, je vois que c'est pas... Et par rapport aux règles d'éligibilité dans la question de l'ivoirité, la question d'ivoirité, qui vous souvient quand nous regardons le passé de la Côte d'Ivoire en 2000, c'est la question d'ivoirité qui a été la véritable cause. Avec le général Gueye, tout cela. Donc, avec la réécriture de l'article 35, ils ont mis, pour être candidat aux fonctions présidentielles, il faut être ivoirien de père ou de mère. Avant, c'était ivoirien de père et de mère. Avec la nouvelle constitution, c'est ivoirien de père ou de mère. Cela se justifie. Ça se justifie aisément, d'autant plus que nous sommes dans une société en Côte d'Ivoire où il y a un brassage des nationalités. Il y a un brassage des nationalités. Comme dans beaucoup de pays africains. Pour la Côte d'Ivoire, vu son poids économique au sein de l'UEMOA, il habite beaucoup de nationalités. C'est-à-dire qu'on peut facilement avoir des enfants, des candidats en Côte d'Ivoire qui n'ont qu'un seul parent ivoirien. Monsieur Oussou, on va parler de ces points dont M. Toukoulagba a parlé tout à l'heure, la création d'un poste de vice-président, un Sénat, l'école obligatoire et la révision des règles d'éligibilité en tant que candidat à la présidentielle. Alors, on peut comprendre, quand on lit et quand on écoute les motifs du président Alassane, il explique qu'il faut se doter d'une nouvelle constitution pour consolider la ligne de la paix depuis son avènement et après les crises que la Côte d'Ivoire a connues. On peut aussi comprendre quand, en amenant le vice-président, on l'amène maintenant sous l'angle il est élu au même titre que le président. Mais c'est comme je dis, il a manqué du temps pour débattre vraiment de toutes ces options-là. Parce qu'une commission, fût-elle d'experts, ne doit pas sortir un texte qu'on ne prenne pas le temps d'en discuter. Puisque la Constitution sera appliquée à tous les Ivoiriens. Et il y a d'autres choses, comme l'instauration de la chambre, ou c'est pas des rois et des chefs traditionnels, la question de l'ivoirité. La question de l'ivoirité, tous les Ivoiriens sont conscients de ce qu'il faut faire quelque chose. Mais il faut discuter suffisamment du contenu pour que les gens comprennent que dès qu'on l'aura mis dans la Constitution, voilà les implications que cela demande. En fait, la Côte d'Ivoire a une nouvelle Constitution, mais c'est maintenant qu'elle va connaître cette nouvelle Constitution. Elle n'a pas eu le temps de la connaître. Ce n'est pas normal. De la connaître avant de l'adopter. Et donc c'est maintenant qu'elle va prendre le temps de la connaître. Et là, beaucoup de difficultés peuvent encore se révéler dans la mise en œuvre de cette Constitution. Et ça, il faut aussi regarder. C'est-à-dire, en 2000, on a eu la Deuxième République. 16 ans se sont écoulés. De nouveaux majeurs sont venus. On veut prendre une nouvelle Constitution que ceux-là seront amenés à gérer peut-être sur les 16 ou les 20 prochaines années. On n'a pas pris le soin de leur permettre de se rapprocher de cette Constitution. On ne les a pas préparés pour. Et donc tout ça, ça fait les problèmes. Au point où, quand on observe, vous voyez, la Côte d'Ivoire crée le Sénat. Au Sénégal, on supprime le Sénat qui existait. Voilà autant de questions sur lesquelles on devait vraiment discuter pour se rendre compte de ce que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Mais j'espère que comme on a le temps pour découvrir cette Constitution, le temps donnera raison ou non à ceux qui ont pris cette option-là ou ces options-là au nom du peuple ivoirien. Quand la Côte d'Ivoire entre ainsi dans la Troisième République, dans la précipitation, quand je vous comprends bien, à quoi doivent s'attendre les Ivoiriens? Non, les Ivoiriens doivent s'attendre aux nouvelles dispositions de la Constitution. Et
Vous pensez qu'avec les heurts avec la classe politique, notamment l'opposition, que ça va pouvoir se faire? Non, dans la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle constitution, il peut avoir des heurts, il peut avoir des affrontements, ce qu'on ne souhaite pas. La crise ivoirienne. Pendant l'élection référendaire, ce qui s'est passé, les jeunes qui étaient dans la rue. Tout à fait, ça c'est des signaux forts. C'est des signaux forts. Quant à la mise en œuvre, il peut y avoir des résistances par rapport à la mise en œuvre, notamment pendant les prochaines élections. Si pas extraordinaire, le président Ouattara voulait briguer un nouveau mandat, là, ça peut susciter des réactions énergétiques. Et qu'il vous souvienne, vous connaissez l'esprit et entrepreneuriat des Ivoiriens par rapport aux revendications. C'est des gens qui sont déterminés. Ils sont très déterminés. Donc, moi, je crains un nouvel affrontement électoral en Côte d'Ivoire pendant la mise en œuvre des dispositions, surtout de l'article 35. L'article 35 qui pose les bases pour aller à l'élection. Notamment la durée du mandat et le renouvellement. Monsieur Oussou, est-ce que la nouvelle constitution ivoirienne est un test monarchique et rétrograde comme le déclare l'opposition? Ça c'est les thèmes de l'opposition et je ne vais pas... Non, n'utilisez pas, mais dites-nous ce que vous en pensez. Je ne vais pas donner raison. L'opposition se retrouve dans son rôle, puisqu'elle estime, à tort, à raison, quand même en observant de loin, on se rend compte qu'on a manqué de temps pour discuter. Elle estime qu'elle n'a pas été suffisamment consultée, suffisamment impliquée dans le processus. Elle estime que tel que le processus s'est passé, on lui a imposé. Elle estime que malgré son boycott, on est arrivé à ce taux de participation et à ce résultat. Donc, elle estime qu'elle ne se retrouve pas dans cette constitution-là. Mais c'est dommage, puisque la constitution désormais s'applique à tous les Ivoiriens. Et c'est en cela qu'elle doit maintenant se remettre en position pour faire en sorte que force reste à la loi. De toutes les façons, les politiques de chaises vides ou de boycott n'ont jamais servi la cause politique de qui que ce soit. On a des exemples pleins sur le continent. Mais il faut reconnaître que, qu'on le veuille ou non, même si des experts ont travaillé, cela paraît davantage comme une volonté de l'exécutif qui a tout fait pour aller au bout de cette volonté-là. Parce que moi, on serait très intéressé de voir en quoi le document initial a évolué lors des débats, pour montrer que les discussions ont eu un effet sur le document initial. Mais tout ça, on n'a vraiment pas eu le temps de le faire. On a fait la campagne autour du oui, autour du non. Il faut l'accepter, il ne faut pas l'accepter. Et de ce point de vue, ça a donné les résultats que puisque les pays africains sont souvent des pays où il y a beaucoup de rois, de chefferies et autres, est-ce que le président Ouattara a eu tort d'institutionnaliser la chefferie traditionnelle? Je ne peux pas vraiment répondre par un oui ou par un non, parce qu'il faut se remettre dans le contexte ivoirien et comprendre, disons, le poids disons, de cette chefferie. Ils vont désormais créer une chambre des rois. La chambre des rois. Et comprendre pourquoi on a eu besoin de constitutionnaliser cela. Et donc c'est au regard de tout ça qu'il faut peut-être arriver à apprécier la chose. Mais je sais que pour le peu de lecture que j'ai pu croiser sur la question, les rois ont vraiment, disons, ce poids-là dans la société ivoirienne. Et le chef de l'État actuel a eu à faire cette promesse, il ne faut pas l'oublier, a fait cette promesse, de soutenir les royautés pour soutenir, disons, la gouvernance dans le pays. Mais est-ce que la solution devait être une constitutionnalisation? Qu'est-ce que cela implique comme élément nouveau? Est-ce que cela va pas amener maintenant une flopée? Est-ce qu'on a sécurisé, disons, le milieu? Nous, ici, on sait, du moment où on a commencé par donner des moyens aux rois, nous savons tous que ça a généré comme inflation de royauté un peu partout. Donc, c'est autant d'éléments qu'il faut mettre dans la balance avant d'apprécier ça. Mais peut-être à l'application, on se rendra compte. De toutes les façons, ce n'est pas dit que c'est la dernière république de la Côte d'Ivoire. Il y a encore possibilité que d'autres gouvernants viennent et tentent de corriger les limites de la constitution actuelle. Comme ce sont les hommes qui votent les lois, et les revoir de temps en temps, ça peut toujours se faire. Dernière question avant de conclure cette émission. Monsieur Tokoulagba, est-ce que quand le président ivoirien dit que l'adoption de cette constitution crée l'Ivoirien nouveau qui entre dans la Troisième République, est-ce que c'est une manière de se satisfaire d'avoir réussi? Non, le président Ouattara doit se donner une satisfaction morale parce qu'il a atteint son objectif. Maintenant, un Ivoirien de type nouveau, je ne sais pas dans quel angle il se place pour
pour faire cette affirmation-là. Mais toujours est-il que la nouvelle constitution aura considérablement des impacts sur la vie sociétale, la vie politique de la Côte d'Ivoire. Ça va changer tout au moins les comportements des dirigeants. Vous savez, l'une des innovations de cette révision-là, c'est l'obligation de réduction de compte des pouvoirs publics. Ouais, ça n'existait pas dans la constitution du 23 juillet 2000. Ouais, c'est une innovation. Aujourd'hui, pour être propriétaire de terres en zone rurale en Côte d'Ivoire, il faut être de nationalité ivoirienne. Vous voyez, ça, c'est des innovations qu'on peut saluer, qui peut impacter le vécu quotidien de l'Ivoirien. Votre réaction sur cette question? Oui. L'Ivoirien nouveau? Oui, de toutes les façons, c'est un contrat nouveau qui lie désormais l'Ivoirien avec son frère et avec les gouvernants. Et donc, de ce point de vue, il faut maintenant commencer par vivre avec cette nouvelle constitution. Et je suis totalement d'accord avec M. Tokudagwa pour dire qu'il y a des éléments intéressants dans cette constitution en termes d'avancée, en termes de réflexion. Et de l'autre côté aussi, il faut espérer que dans la mise en œuvre, qu'il n'y ait pas trop de, d'errements ou de difficultés à appliquer cette constitution. Parce qu'il ne faut pas le nier, les constitutions à la rédaction, on peut ne pas voir tous les aspects. Bien sûr. Donc à la mise en œuvre, on va se rendre compte que sinon, globalement, il y a des questions qui sont des questions majeures sur la société ivoirienne qui ont été prises en compte. Rien que la question de l'ivoirité, nous savons ce que ça a créé comme conséquence sur la société ivoirienne. Et ça, si tel que c'est mis, c'est la solution que les Ivoiriens même ont trouvé, ce sera bénéfique pour la cohésion nationale. Et pour... Je vous permets de conclure en même temps, puisque vous êtes un acteur des questions électorales et de paix surtout. Quel sera votre message à l'endroit des Ivoiriens? Disons que d'abord à l'endroit des Ivoiriens, de se rendre compte de ce que la violence ne pourra jamais rien régler. Et donc aujourd'hui, ils sont face à une nouvelle constitution. C'est de chercher les moyens de droit, s'il y a besoin de faire des recours, de contester cette constitution, d'en trouver, sinon de se mettre au service de cette constitution, de l'éprouver, pour permettre à ce que les réflexions nourrissent, disons, un autre cheminement pour essayer de corriger ce qu'il y a lieu de corriger. Et profiter, disons, de la situation ivoirienne pour tirer la leçon. Le Bénin s'apprête aussi dans les réformes constitutionnelles pour dire le plus utile, ce n'est pas d'aboutir à une constitution ou à une révision de constitution, mais le plus utile, c'est ce qu'on aura fait pour que le citoyen se rapproche davantage de cette constitution, de sa loi fondamentale. Et il ne faut pas sauter des étapes, il ne faut pas brimer, il ne faut pas raccourcir le chemin. Il faut faire en sorte que tout processus de réforme constitutionnelle soit un processus de consolidation de la culture démocratique, de rapprochement, comme on peut le dire, du citoyen de sa constitution pour que le vivre ensemble soit, disons, une facilité et soit une réalité pour les uns et les autres. Monsieur Tokudagwa, vous êtes juriste de formation, vous êtes dans les questions de démocratie et de bonne gouvernance. Votre appel à l'endroit des Ivoiriens? À l'endroit des Ivoiriens, et en premier lieu au chef de l'État, c'est lui qui a la clé, qui a en main la clé pour la mise en œuvre. Dès les premières heures, c'est lui qui a la clé pour la mise en œuvre de cette constitution-là. Moi, je voudrais l'inviter à entamer dès à présent une négociation avec toutes les forces du pays. Et ce qui me réjouit dans cette révision constitutionnelle, c'est la volonté qu'affichent les nouvelles autorités quant à la bonne gouvernance. Ils ont institutionnalisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obligation de reddition des comptes. Et je voudrais inviter les Ivoiriens et exécutifs, la mouvance comme l'opposition, à savoir que le destin de la Côte d'Ivoire se trouve entre leurs mains. Il faut qu'ils s'assoient et parler entre eux. Ils n'ont qu'à s'écouter. Et là, je crois qu'avec le temps, dans la mise en œuvre de cette constitution, la Côte d'Ivoire va tirer les profits nécessaires.
Chers invités, je vous remercie. La Côte d'Ivoire entre dans une troisième république avec un citoyen nouveau. Le test prévoit la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat, rend obligatoire l'école pour tous et assouplit les règles d'éligibilité d'un candidat à la présidentielle, sans oublier l'institutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels. D'autres innovations également sont dans ce nouveau test, mais il faut tout faire pour que le citoyen se rapproche plus de cette constitution pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique. Entamer véritablement une négociation avec les forces vives du pays pour une meilleure adhésion aux tests de loi, et les Ivoiriens surtout doivent mieux gérer leur destin pour éviter des crises inutiles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. Je remercie toute l'équipe de production et l'équipe de réalisation. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de toujours vous connecter sur notre site internet www.ezaetv.com.